Notre but, c'est de trouver un gain complexe équivalent de cette non-linéarité-là du type saturation. Donc, la première chose, c'est de trouver la sortie de cette non-linéarité, c'est-à-dire la réponse à une sinusoïde d'amplitude x1 et d'une pulsation oméga. Donc, voilà la sinusoïde d'entrée qu'on va appeler x. Son amplitude, c'est x1. Et on va essayer de trouver la sortie de cette non-linéarité. OK? Donc, c'est quoi la sortie? Donc, regardons tout d'abord la non-linéarité. La non-linéarité, c'est elle comporte deux parties. La partie linéaire, il y a un comportement linéaire avec un gain k. Donc, la sortie, elle est proportionnelle à l'entrée x avec un gain k. Mais à partir du moment que l'entrée x dépasse un niveau h sur 2, plus ou moins h sur 2, la sortie vaut plus ou moins m. Elle est saturée à m, la sortie. D'accord? Donc, on ne va pas faire un raisonnement point par point, mais on va faire un raisonnement global. Donc, ce que je vais faire, je vais supposer que le bloc non linéaire est linéaire indéfiniment, c'est-à-dire avec un gain k. D'accord? Donc, la sortie sera quoi? La réponse à cette sinusoïde-là sera une sinusoïde. D'accord? Avec un gain k. Donc, je vais avoir k fois x1 sinus oméga t. Donc, je vais l'avoir. Je vais. Attendez. Voilà. CTRL-C, CTRL-I. Donc, je vais avoir une sortie de cette forme-là. Voilà. Avec un gain. Hop, je ne veux pas changer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc là, c'est un gain 1 en fait. Je suppose que la sortie, elle est linéaire, elle est comme ça. Je vais la mettre c'est une image. Donc là, c'est la sortie, elle est avec un gain égal à 1. Donc maintenant, je vais supposer, je vais remettre la partie linéaire, la partie non linéaire, c'est-à-dire la saturation AM. Donc si j'ai un dépassement x supérieur à h sur 2, la sortie, elle est saturée à m, ici, d'accord? Pareil pour que aussi la sortie, elle est inférieure à moins h sur 2, elle est saturée à moins m. Donc, finalement, ma sortie, c'est ça. C'est cette partie-là. C'est toute cette partie-là. OK? Donc, c'est une sortie k fois x complète que je sature à plus ou moins m. Est-ce que c'est clair, ça? Oui, ça va. Oui. Donc, est-ce que, voilà. Maintenant, ma question. Hop. Cette zone-là, est-ce que c'est une droite? Non, c'est pas une droite, c'est une zooïde. C'est une suite. Voilà, qui est k fois x, hein, sinus oméga t. Ok, donc il faut faire attention à ce point-là. Donc graphiquement, ça ressemble à une droite, mais en réalité, c'est pas une droite. Parce que sinus de x fois sinus de 0, ça vaut x. Voilà. Donc une fois on a notre sortie, on peut calculer la première harmonique de ce signal-là. Donc on va calculer A1 et B1 comme d'habitude. Donc A1 ici sera égal à 0 parce que la non-linéarité elle est statique, ne comporte pas d'hystérésis. Et donc il reste à calculer B1 selon cette formule-là. Donc le calcul il est un peu long. Comme vous voyez, S ici, je vais le remplacer par une expression sur l'intervalle 0t'. Ici 0t'. Ici, cette distance-là, 0t'.
Voilà, je multiplie ici k fois, S de t égale à k fois x. Ok, donc je multiplie une k fois x1 sinus oméga t fois sinus oméga t de la formule de B1. Et sur la partie qui reste, ici, c'est m. S, ça vaut m. M sinus. Après, il y a une symétrie, donc on a fait l'intégrale jusqu'à t' sur 4. Donc, on finit le calcul là, on va utiliser une formule trigonométrique qui est la suivante. Et on va trouver cette première expression. On va continuer le développement et on va, vous voyez que c'est un peu long. Hein. Donc, on va trouver que B1 égale toute cette expression-là. B1, c'est toute cette expression-là. Voilà. Donc, maintenant, ma première harmonique, c'est quoi? Donc, hop, hop. Donc, ma première harmonique, S1, est égal à B1, tout ce terme-là, fois sinus oméga t. Donc, N égale à S1 sur l'amplitude de l'entrée, qui est X1. D'accord. Donc, en fait, c'est toute cette quantité-là. On va la diviser par X1 et effectivement, on remarque là, donc là, il n'y a plus de X1 au numérateur. Et là, au dénominateur, il y a sur X1. Donc après, il faut tracer moins 1 sur N. Donc la dernière fois, je vous ai montré comment tracer ça numériquement. Mais on peut faire l'analyse pour les gens passionnés pour démontrer que moins 1 sur N, c'est qu'il est représenté sur le plan complexe avec cette courbe, avec cette demi-droite qui commence à moins 1 sur K, avec une partie imaginaire égale à 0. Mais ça, c'est visible parce qu'il n'y a pas de déphasage et parce que... Voilà. Donc, voilà, j'ai le plus critique de cette non-linéarité. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? C'est bon? C'est bon. C'est bon. Donc, on est 26. Donc, il y a ceux qui sont restés pour le rappel. Ok. Donc, je vais maintenant étudier une autre non-linéarité N, mais cette fois, elle est définie par un polynôme. Cette non-linéarité, elle a comme sortie S égale à K fois X, facteur de 1 moins bêta X au carré. Donc X ici désigne X de t en fait. S de t égale à K fois X de t, facteur de 1 plus bêta X de t au carré. Donc, ma non-linéarité finalement est un polynôme d'ordre 3, kx au cube. Donc, c'est une non-linéarité définie par un polynôme. Donc, là, la sortie gelée est directement de façon analytique. Je pourrais calculer effectivement une première harmonique. Mais je vais faire autrement. Je vais résoudre... Oui. معناتها نفسها هي تاع الرولي افيكسوي هذه جست بدلنا النون لينياريتي. بدلنا النون لينياريتي maintenant elle est définie par une fonction analytique. هي معناتها رولي افيكسوي معناتها حتى Non, c'est pas un relais avec seuil. C'est une non-linéarité de type polynôme d'ordre 3. d'accord. واضح. Donc, si par exemple, si c'était uniquement S égale à K fois X, est-ce que c'est un bloc non linéaire ou linéaire? Est-ce que c'est un bloc linéaire ou non linéaire? K fois X, c'est linéaire. C'est linéaire, effectivement. Donc, le fait d'ajouter
1 plus bêta x au carré, ça le rend non linéaire. Donc, ça rend ce bloc-là non linéaire. Hein? Donc, je vais essayer de trouver le premier harmonique, mais pas avec le développement des compositions sur la base. Comment est-ce que je vais procéder? Je vais écrire analytiquement S de t égale jusqu'à la fin. Et je vais trouver, donc là je suis 42, je vais revenir à la définition, l'idée de base en fait. Voilà, l'idée de base. De base, c'est ça. Attendez. On s'est lancé dans le calcul ici, non, c'est avant. Ah, voilà. Donc, je vais essayer de trouver analytiquement S de t égale. Je vais le mettre sur cette forme-là. Avec une égalité, hein, sur mon exemple. Parce que j'ai l'expression analytique de S. Je pourrais le faire. Donc, je vais essayer de faire des manipulations mathématiques pour écrire S de t égale à S1 sinus oméga t plus 1 plus des termes en S2 sinus 2 oméga t et en SK sinus de K oméga t. Donc, je vais écrire tout ça. Une fois que je l'ai écrit, je réussis à l'écrire, je vais annuler tout ce qui est supérieur à oméga t. Donc, je vais annuler ce terme-là, le négliger, et tout ce qui est supérieur, tout ce qui est en 2, 3, 4 oméga t, jusqu'à l'infini. Et je vais garder dans ma approximation que sinus oméga t, parce que ça représente le premier harmonique. OK? Donc, ça, je le supprime. Donc, j'étais à 40 et quelques. Donc là, je change de philosophie, hein, de méthode de résolution, tout simplement. Donc, comment je vais procéder? Donc, mon signal x de t, c'est une sinusoïde, comme on a dit, x1 sinus oméga t. Donc, je vais prendre mon s et je vais le développer. Donc, je vais le remplacer x par x1 sinus oméga t. Et ici, pareil, x1 sinus oméga t au carré. Bon, je développe, je vais trouver kx1 sinus oméga t. Donc, c'est multiplié par 1 ici, moins bx1 au cube. Donc, x1 est constante, hein, c'est l'amplitude de la sinusoïde d'entrée. Bêta sinus au cube. Alors là, je me trouve avec une sinus au cube. Bah, si je connais la forme trigonométrique du développement du sinus au cube, ok, je le développe. Mais ça existe, bah, je peux le retrouver. Je vais le développer, mais je regarde qu'est-ce que j'ai. Mais là, je suppose que je ne la connais pas dans cet exemple-là. Donc, comment est-ce que je vais procéder? Je vais remplacer le sinus oméga t par sa forme exponentielle. Donc, exponentielle j oméga t, moins exponentielle moins j oméga t sur 2j. Donc, ce sinus-là, je le remplace par sa forme exponentielle. Et pareil pour celui-là. Donc là, maintenant, j'ai 2 cubes. Je peux faire le développement classique. Je peux le trouver, ça. Je pousse encore mes changements. Et je vais me trouver avec cette expression-là. Donc ça, c'est quoi? Ça, je le ramène sur la forme sinusoïde. Ça, c'est une sinusoïde de oméga t. Donc ici. Donc ça, c'est les constantes. Je le réécris. Moins 1 quart. Ça, c'est sinus de 3j oméga t. Vous voyez le 3 à l'intérieur? Donc sinus de 3 oméga t. Et ce terme-là, c'est sinus oméga t. Donc, j'ai écrit ma sortie S de t égale exactement cette expression-là. Donc, dans cette expression-là, pour extraire le premier harmonique, je vais supprimer ou négliger tout ce qui est supérieur à oméga t. Donc, ce terme-là, je vais le garder.
Ce terme-là, c'est constante, je le garde. Ce terme-là, 3 oméga t, je vais supposer qu'il est nul. Et ce terme-là, sinus oméga t, je vais le garder. Donc, je me trouve avec une approximation, cette fois-ci. Ça, c'est une approximation. C'est mon premier harmonique. Kx1 sinus oméga t, moins la constante 0 ici, c'est le terme qui correspond à sinus 3 oméga t. Donc, effectivement, là, j'ai réussi à trouver mon premier harmonique. Donc, j'ai écrit la même expression, je la reporte ici, je la mets au propre. D'accord? Je cherche une quantité fois sinus oméga t. Donc, c'est une quantité fois sinus oméga t. Voilà. Donc, cette quantité x1 sinus oméga t, c'est quoi? x1 sinus oméga t, ce n'est que autre que x. Le signal d'entrée. x1 sinus oméga t. Donc, j'ai réussi à écrire s de t égale un terme fois x de t. Ce terme-là n'est autre que le gain, n'est autre que n. S égale à n fois x. Voilà. Est-ce que c'est clair ça? Oui, je sais. Les autres, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, c'est clair. C'est clair. Ok. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui... Non. Ok, donc je passe. Ou en tout, je prends l'exemple pour résumer. Donc, j'ai une non-linéarité qui est définie par un polynôme. Définie par un polynôme. J'ai fait tous les calculs, j'ai fait de telle façon à avoir des termes et une sortie qui est égale à... qui fait sortir des S1 sinus oméga t plus des termes en sinus oméga t, 2 oméga t, 3 oméga t. Je néglige tout ce qui est supérieur à oméga t. C'est ça l'idée. Okay. Donc, je fais le développement, je trouve n égale. Donc, après, je peux calculer moins 1 sur n et le tracer si je veux. Alors, il y a un théorème très intéressant, ou une méthode de calcul très intéressante, c'est la méthode de Sipkin. Si on a une non-linéarité définie par une fonction, S égale à une fonction de x, en fait, c'est pas n'importe quelle fonction, mais cette fonction est un polynôme d'ordre n. Donc, si j'ai une non-linéarité définie par un polynôme, comme l'exemple précédent, alors, on peut démontrer que n égale cette expression-là si l'ordre est inférieur à 5. Sinon, ça vaut cette expression-là si n est compris entre 5 et 11. Donc, si j'ai une non-linéarité qui est définie avec un polynôme, je peux directement en déduire n sans faire le calcul précédent, celui-là. Il est inutile de faire tout ce développement. J'applique directement le théorème de Sipkin, la méthode de Sipkin. Il donne directement le résultat. OK? Donc, ça me simplifie encore la tâche. Alors, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'aller au-delà de 11, à votre avis? On peut faire le calcul, hein? Étendre la méthode Sipkin. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pourquoi? Pour répondre à ma question, il faut déjà réfléchir pourquoi il est important, ou pourquoi cette méthode elle est importante. Est-ce que d'une non-linéarité du type polynôme, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Un polynôme d'ordre n, est-ce que ça représente n'importe quelle fonction? Est-ce que peut représenter une grande classe de système de polynômes?
À votre avis, est-ce que les polynômes peuvent, allez, pour vous dire, peuvent approximer une grande classe de système? Ben, j'ai posé une question. Oui, monsieur. Oui, pourquoi? خاطر كل اكسبريسيون نجم نكتبها سوفورم بولينوم معناها تسهل علينا الخدمة. À partir du moment que ma fonction elle est continue, effectivement, je pourrais l'approximer avec un polynôme d'ordre n. Donc, d'où l'importance du théorème. Ok? Donc, là, on est à une fonction, un polynôme d'ordre 11 quand même. C'est énorme, ça veut dire qu'on passe par 11 zéros. Ou 10 zéros. Donc, déjà, ça fait une complexité énorme. N'oubliez pas que je suis en train d'approximer une non-linéarité. Ok? Donc, en fait, ce théorème-là, il est très utile. Si j'arrive à approximer ma non-linéarité avec un polynôme, bah alors je peux déduire directement n sans faire aucun calcul. Ok? Bon. Regardons maintenant qu'on peut utiliser ces deux formules-là. Donc là, juste, je rappelle, je lis, donc n de x1. Donc x1, c'est l'amplitude de l'entrée. Hein. C'est 2 sur 3, l'amplitude de l'entrée, x1, facteur f de x1, donc c'est la fonction, le polynôme que je lui passe x1, l'amplitude de l'entrée, plus f de, le polynôme, je lui passe maintenant n demi de l'amplitude de l'entrée x1. Ok. Pareil pour la deuxième formule, donc c'est x1, donc f de x1, le polynôme évalué en x1, le polynôme évalué en n demi de x1, et le polynôme évalué à racine de 3 sur 2 x1. Je rappelle encore une fois que x1 n'est autre que l'amplitude de l'entrée de x. Voilà. Ok, regardons l'exemple. Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Donc, on a dit, ben, on peut le voir comme étant un polynôme directement. Kx moins bêta kx au cube. Donc, c'est un polynôme de dimension 3. Ça, c'est mon f de x, ma fonction f de x. J'applique directement la méthode de Sepkin. Donc, n égale à 3, c'est inférieur à 5. Donc, j'applique la première formule de la méthode de Sepkin. Je vais appliquer celle-là. Donc, c'est 2 sur 3 x1, facteur. Donc, ce polynôme-là évalue en x1. Donc, il est là. Plus, alors je me rappelle, donc plus le polynôme évolue en n demi x1. Donc, je vais prendre k n demi x1, k n demi de x1, moins bêta k, je le trouve, n demi x1 au cube. Donc, n demi au cube, c'est 1/8, x1 au cube. Donc, bah, tout compte fait, je trouve que n égale à k facteur de 1 moins bêta x1. Ok. Ben, je vais comparer avec mes calculs précédents. Donc, effectivement, n égale à k facteur de 1 moins bêta 3 quarts ici. Là. Il y a 3 quarts là, bah, il faut vérifier, mais ça devrait être le même. Ok. Est-ce que c'est clair tout ça? Donc, si j'ai un polynôme, j'applique directement la méthode Sepkin. Oui, monsieur. Oui. Ok. Bon. Je vais passer. Donc, j'ai terminé avec le calcul du gain complexe n, le traçage de moins 1 sur n sur le plan complexe.
Je vais revenir à mon problème de départ initial, qui est l'analyse de la boucle. Ok. Donc, je reprends ma boucle d'asservissement avec un bloc non linéaire. Alors, on va analyser le comportement de cette boucle-là, point de vue oscillation. Point de vue, ça veut dire si je mets une sinusoïde, si j'ai une sinusoïde ici à l'entrée du bloc non linéaire. Ici. Que va-t-il se passer si j'ai une sinusoïde ici? Alors, en réalité, je peux avoir 3 cas sur la sortie, je parle. Alors, soit cette sinusoïde-là, elle va continuer à exister, donc elle va passer ici avec la sortie non linéaire, donc ça c'est la décomposition d'harmonique. Ensuite, il va exister la partie L de P, donc je vais trouver la même sinusoïde ici avec le même gain que j'ai mis ici, avec la même amplitude de X. Donc, je vais la retrouver, si par hasard j'ai la même amplitude, elle peut rester. D'accord? Donc là, on dit que l'oscillation est entretenue. Ça veut dire que le système va osciller indéfiniment. Bah, est-ce que ça peut... est-ce que c'est fréquent ou pas fréquent? On va voir. Mais c'est un cas possible. Après, si j'ai un autre cas, elle va disparaître, la sinusoïde-là. Si je la mets ici, elle excite le non-linéaire, excite le L, mais son amplitude peut, par exemple, diminuer. Un petit peu, légèrement diminuer. Si l'amplitude va diminuer, alors elle va diminuer, elle va revenir ici, elle va diminuer. Donc on va retrouver le même gain ici, donc elle va diminuer encore plus. Et donc elle va converger vers 0 a priori. Ok? Donc elle va disparaître. Je peux me retrouver dans le cas aussi que cette sinusoïde-là, son amplitude se retrouve légèrement augmentée. Donc si elle est légèrement augmentée, elle va revenir sur la boucle, elle sera légèrement augmentée à l'entrée du nouveau, donc elle sera de nouveau augmentée sur la sortie. Donc finalement, je vais me trouver avec une sinusoïde ici d'amplitude infinie. Ici ou là, c'est pareil pour moi. Donc c'est une boucle. Donc c'est non plus d'infini, donc pour moi, l'oscillation va disparaître. Ok? Donc regardons. Donc ça, c'est le cas d'oscillation entretenue. Et je peux me retrouver avec ces deux cas-là. Donc ça, c'est le cas lorsque l'oscillation qui passe, son amplitude se retrouve diminuée. Donc si elle se diminue, elle va diminuer jusqu'à disparaître. Ok? Là, le système est stable, mais bon, je pourrais la supprimer parce que je ne veux plus utiliser ce terme-là dans ce cours, dans le cours. Pareil ici, parce que ça c'est le système. Mais là, l'oscillation n'est pas entretenue. L'appareil, l'oscillation n'est pas entretenue. Donc ces deux cas-là, l'oscillation n'est pas entretenue. Pourtant, le système ici, le premier cas, a priori, il est stable. Le système, je parle. Et là, a priori, le système, il est instable. Je parle bien du système. Alors, je peux utiliser aussi d'autres termes. Je vais appeler l'oscillation entretenue oscillation stable. Et je vais appeler les oscillations non entretenues comme des oscillations instables. Je différencie bien entre la stabilité du système et la stabilité de l'oscillation. Ok? Donc l'oscillation ici, elle est entretenue, donc l'oscillation stable. L'oscillation ici n'est pas entretenue, donc l'oscillation est instable. Est instable, ça veut dire qu'elle va quitter son amplitude, soit vers une autre amplitude, soit vers 0 par exemple ici, soit vers l'infini. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez utiliser les messages textes, la messagerie et le chat texte si vous avez des questions ou vous voulez faire une remarque. Donc, on différencie la stabilité du système et la stabilité des oscillations.
Donc, j'ai deux notions différentes, très différentes. Stabilité du système, ce que vous connaissez a priori, et la stabilité des oscillations, ça veut dire que l'oscillation, elle va rester ou pas? Est-ce qu'elle sera entretenue ou pas? Bon, je passe. N'oublions pas que mon but, c'est d'analyser la stabilité du système. Ça, on l'a dit dès la première séance. Alors, regardons dans le cas linéaire. Dans le cas linéaire, j'ai un régulateur C. OK. Pour analyser la stabilité, donc je trace la boucle fermée. Donc, la boucle fermée, c'est CL sur R plus CL. Est stable dans le diagramme de Nyquist. Est stable si le diagramme de Nyquist de la boucle verte, qui est CL, parcouru dans le sens des oméga croissants, laisse le point critique à gauche. Donc ça, c'est le diagramme de Nyquist de la boucle verte, CL. Il reste le point critique. Voilà. Ça s'appelle le critère de Nyquist. Il y a des conditions d'applicabilité, mais je ne le détaille pas ici. Et là, vous pouvez revenir au cours de SLC. Alors, je peux aussi dire que si j'ai K ou si j'ai C, c'est pareil. Hein. Donc, je peux comparer L à moins 1 sur C. Pardon, L à moins 1 sur C. Donc, je trace L et je le compare à moins 1 sur C. Ou moins 1 sur K, si vous voulez. Pareil. K ou C. J'ai déjà expliqué ça auparavant. Donc, ça, c'est pas la peine. Donc, si j'ai une non-linéarité, hop, je vais modifier ça. OK. Donc, in. Voilà. Si j'ai une non-linéarité n, alors je peux faire l'analyse de L par rapport à moins 1 sur n. Donc je parcours L, je regarde moins 1 sur n, il est où? À droite ou à gauche? Tout ça, on va l'expliquer, hein, mais ça, c'est l'idée. OK? La boucle fermée est stable pour x1, pour une amplitude x1. Si le diagramme de Nyquist de L parcouru dans le sens des oméga positifs laisse le critique moins 1 sur n à sa gauche. Donc, j'explique. J'ai une sinusoïde ici d'amplitude x1. Le système est stable si je parcours L dans le sens des oméga croissants et je laisse le point critique moins 1 sur n de x1 que j'ai mis ici, à gauche. Donc, je rappelle L de oméga, donc, par exemple, c'est celui-là, et moins 1 sur n, il est gradué en x1. Donc, moi, j'ai pris une amplitude x1 égale à 5, par exemple. Je regarde, moins 1 sur n, il est où? Allez, hop, il est là, moins 1 sur n. OK? Donc, pour cette amplitude-là, le point critique est ce point-là, moins 1 sur n. D'accord? Donc, je regarde, je fais ma analyse de stabilité par rapport à ce point-là. Donc, je parcours L de oméga dans le sens de pulsation croissante. Donc, le point critique, effectivement, il est sur ma gauche. Il est là. Donc, sur ma gauche. Donc, la boucle fermée est stable. Et là, je dis bien, la boucle fermée est stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x1, l'amplitude de x1 va diminuer, tout simplement. OK? Donc, je répète. C'est pas évident à voir. Si je choisis une entrée x d'amplitude x1 donnée, je vais voir la stabilité. Donc, x1 donné ici. C'est donné l'amplitude. Et pour le moment, je vais supposer qu'elle est donnée. OK? Donc, j'ai une amplitude x1 donnée. Donc, une fois j'ai x1 donné,
j'ai n de x1 qui est fixe. Donc, moins 1 sur n de x1, il est fixe. Une constante, il est fixe. Donc, à partir du moment qu'il est fixe, donc il se retrouve, il est quelque part sur la droite, sur la courbe rouge. Supposons qu'il est là, par exemple. Pour changer, on va supposer qu'il est là au milieu. OK? Donc, mon lieu critique, mon point critique, c'est ce point-là. C'est ce point-là, mon point critique. C'est pas toute la courbe, c'est juste un point parce que j'ai fixé n, parce que j'ai fixé x1. Quand je fixe 1, je fixe n. Ok, donc mon lieu critique, c'est un point. Donc je raisonne par rapport à ce point-là. Exemple. Donc je parcours L dans le sens des oméga croissants. Le point critique, il est sur ma droite. Donc la boucle fermée est instable. Est-ce que c'est clair ça? Oui. Les autres, je veux une confirmation de tout le monde. Oui, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur. C'est clair, oui. Ben, Oui, monsieur. ok, donc on peut continuer. Donc je lis la phrase. La boucle fermée est stable pour x1 si le diagramme de Quist de L parcouru dans le sens des oméga positifs croissants laisse de lieu critique moins 1 sur n de x1 à sa gauche. Pour un x1 donné. Ok? Ça, on le supprime parce que dans l'unité, on n'en parle pas. Donc, les conditions nécessaires de taux oscillation. Alors, on va vous définir c'est quoi une taux oscillation. Quelle que soit l'entrée E, la stabilité dépend de la valeur du numérateur. Donc ça, c'est la boucle fermée. On obtient la condition nécessaire de taux oscillation en annulant le dénominateur de la fonction transfert de la boucle fermée. Donc je prends le dénominateur. Si le dénominateur est égal à 0, alors on parle d'une auto-oscillation. C'est une nouvelle notion. Donc, une auto-oscillation d'amplitude x1 et de pulsation oméga vérifie absolument 1 plus n de x1 L de oméga égale à 0. Donc, ou le raisonnement inverse, si je prends cette équation-là, je vais chercher x1 et oméga qui l'annulent, qui la vérifient, alors j'ai une auto-oscillation d'amplitude x1 et de pulsation oméga. Chaque solution mathématique de cette équation donne la pulsation oméga 0 et l'amplitude x1 0 d'une auto-oscillation. Donc, chaque solution mathématique de cette équation, il les a notées oméga 0 et x1 0 est une auto-oscillation. On peut écrire encore de L de oméga égale à moins 1 sur n de x1. Donc, c'est quoi une auto-oscillation? Mathématiquement, une auto-oscillation, elle a une amplitude x1 et une pulsation oméga, telle que x1 et oméga vérifient cette équation-là. Et cette équation-là, c'est le dénominateur de la formule de la boucle égale à 0. Alors, graphiquement, on peut regarder cette oscillation autrement. Donc, comment on peut la résoudre? Ah oui, il dit, pardon. On parle aussi chaque solution mathématique. C'est-à-dire que cette équation mathématique peut avoir plusieurs solutions. Comme elle peut ne pas avoir, ne pas avoir de solution. Ok? Donc, c'est pas forcément une solution, mais il se peut que j'ai aucune solution ou j'ai 2-3 solutions. Je ne sais pas. Donc ça, c'est mathématique. Ok? Donc je peux le voir aussi de façon graphique. Je trace L de oméga et je trace le lieu critique moins 1 sur n.
Et lorsqu'il y a intersection, je parle d'une auto-oscillation. Donc là, le lieu critique, L de oméga. Là, c'est moins 1 sur n. Donc là, j'ai une intersection en M. Donc M est une auto-oscillation. De quelle pulsation? Oméga 0, qui est la valeur de l'intersection ici de L. Et d'amplitude x1, qui est x1,0, qui est l'intersection selon moins 1 sur n. Alors, je vais dire, si les deux courbes L oméga et C de x1 se coupent en un point n, la condition nécessaire d'auto-oscillation est vérifiée au point d'intersection. Donc là, effectivement, il y a un seul point d'intersection, donc il y a une solution qui est M. Donc, il existe une auto-oscillation. Ah, pardon, les conditions d'auto-oscillation sont vérifiées. Monsieur, les conditions d'auto-oscillation, elle va vérifier l'équation 1 plus nx1 L oméga. Oui. Et les conditions. Oui. Donc, on va vérifier cette équation-là. Merci. Donc, c'est une condition d'auto-oscillation. Alors, pour anticiper, pour vous expliquer, je vais revenir ici. Donc là, j'ai une oscillation. Et elle reste. Donc, elle reste, pour moi, c'est une auto-oscillation. OK? Et c'est une auto-oscillation, c'est une auto-oscillation qui est stable en plus. Parce qu'elle est entretenue. D'accord? Si ça, c'est une auto-oscillation, là, elle va disparaître. Donc, c'est une auto-oscillation instable. J'ai ajouté à ma explication de la dernière fois le terme auto-oscillation. Tout à l'heure, j'ai parlé uniquement d'oscillation. Là, maintenant, je parle d'auto-oscillation. Si j'ai une auto-oscillation ici, si elle va persister, je vais parler d'une auto-oscillation stable. Si elle va disparaître, je vais parler d'une auto-oscillation instable. D'accord? Donc, je parle des conditions d'auto-oscillation. Donc, j'ai des conditions d'auto-oscillation. Je vais les mettre ici, sur l'entrée. Je suppose qu'elles sont là. OK? Donc, j'ai trouvé x1,0 et oméga 0. Je vais les mettre ici et je vais regarder. Que va-t-il se passer dans la suite? C'est-à-dire quoi? Si la boucle fermée est stable, alors, est-ce qu'elle va... Je ne veux pas anticiper trop. Si cette auto-oscillation va persister ou pas, tout simplement. Là, elle va disparaître. Là, elle va disparaître. Okay. Et là, elle va persister. Donc, je vais analyser ces oscillations-là. Donc, je continue à lire. Donc, j'ai un point M, M qui vérifie les conditions d'auto-oscillation. Il existe peut-être une auto-oscillation de pulsation oméga 0 et amplitude x1,0. Moi, je vais dire une existe une auto-oscillation stable, entretenue, c'est-à-dire. D'accord. Alors, il existe peut-être une auto-oscillation stable de pulsation oméga 0 et amplitude x1,0. Pourquoi j'ai dit stable? Parce que je parle stable entretenue. Hein. Il existe peut-être une auto-oscillation entretenue. Je ne sais pas si elle sera entretenue ou pas. Donc, je dois faire l'analyse après. C'est la suite. Donc, monsieur? Oui. تحكي معناتها ستابل دو بيلساسيون ترم دو معناتها دوسيلاسيون ولا ترم دو ستابيليتي دو سيستيم في البوكل الفريمي؟ Stable en termes d'oscillation. Je parle de l'oscillation. Elle est stable ou pas? Ah, d'accord. Est-ce qu'elle va persister ou pas? C'est pas la stabilité du système. D'accord, merci. Le point difficile, le point critique dans cette partie que je suis en train d'expliquer, c'est de différencier ou de comprendre qu'il y a deux notions de stabilité. Une notion de stabilité du système
une notion de stabilité des auto-oscillations. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur, Oui. بالله كتبت معناها l'amplitude entretenue pour l'auto-oscillation, sinon لا ماهيش auto-oscillation هيك هي. Non. C'est pas tout à fait ça. فهمتك. Aïe. L'auto-oscillation, elle doit vérifier, on parle d'auto-oscillation uniquement à l'intersection. Tu ne peux pas avoir une auto-oscillation à une autre amplitude x1, par exemple, qui est là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intersection. L'auto-oscillation, elle est vraiment particulière. C'est une oscillation particulière. Elle a une amplitude et une amplitude et une pulsation. مسيو عندها ريلاسيون بالستابيليتي نتاع l'oscillation. Et l'oscillation, quand j'ai expliqué au début, on ne sait pas c'est quoi une auto-oscillation. Quand j'ai expliqué au début, je parle de n'importe quelle oscillation, de n'importe quel comportement. Au début, là, on ne sait pas c'est quoi une auto-oscillation. Voilà. Donc, là, je parle de n'importe quelle oscillation. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va persister ou est-ce qu'elle va disparaître? Maintenant, quand j'ai défini c'est quoi une oscillation, je suis revenu là-dessus pour vous dire, voilà, si cette oscillation est une auto-oscillation, c'est-à-dire qu'elle vérifie la condition d'auto-oscillation. Voilà. Après, on va voir quelle est la relation entre la stabilité de l'auto-oscillation et la stabilité du système. Quelle est la relation entre la stabilité de l'auto-oscillation et la stabilité du système? Mais c'est un peu prématuré on ne peut pas répondre pour le moment, c'est un peu compliqué. Ok. Donc ça, c'est le même paragraphe au début. Donc pourquoi peut-être? Il dit ici peut-être. Pourquoi il dit peut-être il existe une oscillation stable? Parce qu'en fait, il n'est pas sûr qu'elle va persister, tout simplement. Il ne sait pas. Parce que cette oscillation, pour être observable physiquement, on peut être entretenu. Donc pour être entretenu, elle doit être observable physiquement. Elle ne doit pas être fugitive, elle n'est pas fictive, elle ne va pas disparaître. Allez, ça veut dire quoi physiquement maintenant? Une auto-oscillation est entretenue si elle est perturbée légèrement en son amplitude ou son fréquence, elle va revenir. Je vais remettre ma caméra. En principe, vous voyez. Donc, je vais prendre un stylo. Pour expliquer stable, une oscillation ou une stabilité. En fait, là, je fais une confusion entre la stabilité du système et la stabilité de l'auto-oscillation. Peu importe. Comment je peux savoir que ça, c'est un stylo qui pivote, ok? Donc, il y a combien d'états de stabilité, de position stable, ou combien d'équilibre stable? 2 points normalement. Il y en a 2. On va commencer par le haut. Est-ce que c'est un point d'équilibre stable ou instable? Instable. Instable, pourquoi? Le stylo ne va pas garder toujours la même position. Non, mais je peux le fixer. Supposons il n'y a pas de frottement, il n'y a rien du tout. Mais je peux quand même le maintenir ici. Et je le laisse. C'est un point d'équilibre. Comment je peux savoir qu'il est instable? On perturbe légèrement. On le perturbe de sa position. Donc, si je le perturbe un petit peu, hop, il n'est pas revenu. Donc, pour moi, c'est un équilibre instable. Donc, j'ai perturbé légèrement sa position. Ce n'est pas un grand coup. Voilà, c'est juste une petite perturbation. OK? Donc, l'autre, celui vers le bas,
c'est un point d'équilibre stable. Pourquoi? Parce que si je le perturbe un petit peu, il va revenir. OK? Donc, je vais faire pareil pour, la stabilité de l'auto-oscillation. OK? Donc, je vais venir à lire ici, sur ma présentation. Comment je vais savoir si elle est stable ou pas? C'est que si on modifie un peu l'amplitude et ou la pulsation de l'auto-oscillation, si je modifie un petit peu x1 ou oméga 0, on doit revenir vers les solutions oméga 0 et x1 0. On dit alors que l'auto-oscillation est stable. C'est clair ça ou pas? Non. Non. C'est-à-dire que j'ai une condition d'auto-oscillation ici. Donc, j'ai, on va dire, les conditions pour avoir une auto-oscillation stable. Donc, mathématiquement, j'ai des conditions pour lesquelles le système peut avoir une auto-oscillation entretenue stable. Comment je peux le savoir si elle est stable ou pas? Je vais modifier légèrement l'amplitude x1, 0 et oméga 0. C'est ce qu'on a fait ici. Hein. Tac, ici. Donc, je vais supposer que j'ai une auto-oscillation qui a démarré avec cette amplitude-là, x1. Je la modifie légèrement, un petit peu. Si l'auto-oscillation est stable, alors le système va faire augmenter, va faire augmenter l'amplitude, celle-là va le faire augmenter. Donc la troisième va se retrouver en haut, par exemple. D'accord? Pour se retrouver dans ce cas-là. Hein. Donc si je modifie un petit peu, supposons que je modifie un petit peu la fixation à la fréquence, alors le système, la boucle, va la faire ramener à la même amplitude de l'auto-oscillation. Donc dans ce cas, on parle d'auto-oscillation stable. Est-ce que c'est plus clair maintenant? J'ai encore flou. Bon, je vais expliquer encore une fois avec l'exemple, tu vas comprendre. Donc, je vais supprimer ça, ma petite flèche. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir pour le moment, que j'ai une condition d'auto-oscillation, qui est la suivante. Et je dois vérifier après si cette auto-oscillation est stable ou instable. Est-ce qu'elle va persister ou pas? Comment? On va le faire tout de suite. Alors, prenons un exemple. Quand est-ce qu'on termine en principe? Alors, en tout cas, on va continuer jusqu'à quelle tête de l'eau. Ok. En principe, on termine donc presque il reste 10 minutes. Ouais. 57 minutes, non? Ouais. Mais en tout cas, vous avez notre cours derrière ou pas? En principe. Normalement, Madame Menali. Ok. Bon, on va commencer. Si elle vous a envoyé un mail ou quelque chose. Ok. Bon. On va continuer jusqu'à arriver au même niveau que l'autre groupe. Donc, soit un exemple. Donc, cet exemple-là, j'ai la partie linéaire en noir, la partie le lieu critique moins 1 sur n, il est en rouge. Donc, j'ai une intersection. Donc, j'ai une condition de taux-oscillation. En point M, oméga 0 et x1 0. On va le décaler un petit peu pour analyser s'il est stable ou pas. Donc, je vais supposer que j'ai diminué x1. Je diminue x1. Donc, quand je diminue x1, donc mon nouveau point critique, il est m-, il est là. Pourquoi je dis dans ce sens-là? Parce que n, moins 1 sur n, il est gradué dans ce sens-là croissant.
Donc, si je vais diminuer, moi je suis là, hein, la discussion en x1. Si je diminue x1, alors je vais le déplacer vers la droite. Donc, mon point critique, pour le x1 que j'ai choisi, ben, il se trouve ici. OK? Donc, au début, j'ai choisi la condition de taux-oscillation, vérifier. Donc, j'ai x1 qui est là. Parce que je suppose que j'ai l'auto-oscillation. Donc, j'ai choisi x1, celui de l'auto-oscillation. Donc, moi, je suis là, le point critique sur moins n sur n. J'ai choisi de le diminuer, de le faire diminuer. Donc, mon nouveau point critique, il se déplace à droite. Il est là. Est-ce que c'est clair, ça? Oui. Les autres? Oui, c'est clair. Oui. Donc, mon point critique moins 1 sur n est m-. Donc, je vais faire l'analyse de stabilité de la boucle fermée. Je vais faire l'analyse de la stabilité de la boucle fermée en supposant que mon x1, mon point critique, c'est m-. Donc, je vais parcourir mon L de oméga dans le sens de oméga croissant. Comme ça. Donc, le point critique m-, il est où? Il est à gauche. Il est à gauche. Donc, la boucle fermée est stable. Donc, la boucle fermée, cette boucle fermée est stable pour m-, pour une amplitude correspondant à m-. Donc, pour une amplitude m-, la boucle fermée est stable. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une amplitude ici, comment le système, la boucle va la faire sortir ici, de ce côté-là, sur la sortie? Est-ce qu'elle va rester la même? Est-ce qu'elle va augmenter ou diminuer, à votre avis, l'amplitude ici, de la sortie? La boucle fermée est stable. Normalement, elle reste la même, monsieur. Ah non, la boucle fermée est stable. Elle va diminuer. Donc, x1 va diminuer. Donc l'amplitude de la sortie va diminuer. Mais la sortie, c'est elle-même, on va supposer qu'il n'y a pas de E. Hein. Donc la sortie, c'est elle-même à un signe moins près, c'est x1. C'est x. Donc l'amplitude de la sortie va diminuer, donc x1 va diminuer. Donc x1 va diminuer. Donc moi j'étais à un moins qui correspond à mon x1. Mais x1 va diminuer. Donc le point critique, le nouveau point critique, pour continuer l'analyse, il va se trouver encore, se décaler encore à droite. Ici. Donc mon nouveau point critique, c'est celui-là. Donc je vais refaire l'analyse de stabilité de la boucle fermée. Donc je vais parcourir L dans le sens de oméga croissant. Le point critique, il est à gauche. Il est toujours à gauche. Donc la boucle fermée est toujours stable pour le nouveau point. Donc x1, qu'est-ce qu'il va faire? Comme la boucle fermée est stable, il va continuer à diminuer. Est-ce que je reviens à m? Est-ce que je peux revenir à m? Initialement, j'ai une oscillation en x1, 0. J'ai perturbé légèrement x1 en la diminuant. Est-ce que je suis revenu? Non. Non, monsieur. Parce que x1 a continué à diminuer. OK? Donc, je vais voir si maintenant j'augmente. Hop, ça je m'en fous. Pardon, ça c'est pas le plus important pour le moment. Donc ça en blanc, voilà. Donc, je me replace au point de taux oscillation.
Et je vais augmenter légèrement x1 et voir que va-t-il se passer. Ok? Donc, quand j'augmente x1, le point critique va se déplacer à gauche. Ok? Donc, ce sera un plus. Donc, j'analyse la stabilité de la boucle fermée en parcourant L dans le sens du oméga croissant. Le point critique, il est à droite. Donc, la boucle fermée Non stable. est instable. Donc, j'ai une amplitude qui correspond à M- qui est là. C'est ça là. La boucle fermée est instable, donc l'amplitude de la sortie va augmenter. Donc, si c'est l'amplitude augmentée, c'est-à-dire que x1 va augmenter. Donc, si je suis à M+, la boucle fermée est instable, donc x1 va augmenter. Donc, je vais le décaler encore vers la gauche. Donc, je vais m'éloigner encore plus de M. Donc, pour résumer, si j'ai cette auto-oscillation, cette condition d'auto-oscillation, si je le perturbe un petit peu en diminuant x1, ben je ne reviens pas à point 1. Si je la perturbe un petit peu en augmentant x1 légèrement, je ne reviens pas au point M. Donc, cette auto-oscillation, elle est instable. M correspond donc à la possibilité d'un cycle limite, une auto-oscillation, on va voir c'est quoi le cycle limite, c'est la même chose, un cycle limite instable. Parce que si je suis pile poil sur le point M, je me place à ce point-là. Si mon système il est légèrement perturbé, ben je ne reste pas sur cette auto-oscillation. Cette oscillation sera perdue. OK? واضح ولا لا؟ واضح شوية. Les autres. واضح monsieur واضح. واضح. Mais on va continuer. On va prendre un autre exemple pour mieux comprendre. Prenons cet exemple-là. Je me place, j'ai un point d'intersection. Donc, j'ai une condition d'auto-oscillation qui est vérifiée. Je vais analyser si cette auto-oscillation va persister ou pas. Comment? Je vais perturber x1. Je me place au point M et je vais perturber x1. Donc, je vais pareil, je vais diminuer x1. Donc, je suis sur le point M, je vais diminuer x1. Donc, je regarde le sens de moins 1 sur n, il est là. Donc, si je diminue x1, donc je me place au point M-. Donc, M- est mon nouveau point critique. Donc, en parcourant L dans le sens de oméga croissant, regardez les flèches. Donc, je vais monter par là. Le point critique, il est sur ma droite. Donc, la boucle fermée est instable. Le point critique, il est là. Donc, je parcours L dans le sens des oméga croissant. La boucle fermée est instable. Cette boucle est instable. Donc, si je diminue x1, le système, la boucle fermée est instable. Donc, x1, qu'est-ce qu'il va faire? Diminuer. Ah non, la boucle fermée est instable. Augmenter. Elle va augmenter. Donc, le M-, l'amplitude x1 va augmenter. Donc, mon nouveau point critique, il est où? Ben, il est légèrement à gauche. Donc, je vais revenir vers M. Si, supposons, je ne suis pas encore revenu, je suis au milieu là, au mi-chemin. Mon nouveau point critique, il est au milieu là. Donc, je analyse la stabilité de la boucle fermée. Donc, je parcours L dans le sens de oméga croissant. Mon nouveau point critique, il est toujours à droite. Donc, la boucle fermée est toujours instable. Donc, x1 va continuer à augmenter. Supposons qu'il a augmenté, mais il est venu à M+. Que va-t-il se passer? Regardons. Si mon x1 a augmenté, il a dépassé x1 0, il a dépassé le point bleu, il est venu à M+. Donc, j'analyse la stabilité en parcourant L dans le sens de oméga croissant. Le point critique M+, il est à gauche. Donc, la boucle fermée est stable. Donc, x1, qu'est-ce qu'il va faire? Augmenter. Il va diminuer.
Donc, x1 va diminuer, donc je vais revenir ici. monsieur, Oui. là, فهمتهاش وقتاش diminuer le x1 وقتاش augmenter. Ah, x1 diminue lorsque la boucle fermée est stable. Et x1 augmente lorsque la boucle fermée est instable. Attends, il est diminué. Et si c'est stable, donc ça va converger vers 0 en principe, la boucle fermée. Si la boucle fermée est stable, les signaux convergent vers 0. Si la boucle fermée est instable, les signaux convergent vers l'infini. Divergent. Oui, فهمت. OK? Donc là, je reviens. Si je suis 1 plus, la boucle fermée est instable. En parcourant L dans le sens de oméga croissant, le point critique il est à gauche. Donc la boucle fermée est stable. Donc x1 va diminuer. x1 va diminuer, donc je vais me rapprocher du point M. Donc finalement, vous voyez que je vais, si je me déplace un petit peu à droite ou à gauche de un point M, je vais revenir à M. Donc là, c'est une auto-oscillation qui est entretenue. Donc c'est une auto-oscillation stable. J'ai commencé au point M avec une amplitude x1. J'ai diminué x1, je reviens à M. J'augmente x1, je reviens à M. Donc ici, on parle d'une auto-oscillation stable ou un cycle limite stable. Voilà, M correspond donc à la possibilité d'un cycle limite stable. Est-ce que c'est clair ça? Ouais. Oui, bah, il faut le refaire hein, à tête reposée parce que là vous êtes guidé. Il faut, donc le raisonnement est simple. Je fixe x1, donc n de x1 est fixe, donc moins 1 sur n de x1 est un point. Je regarde où est-ce qu'il se retrouve sur la courbe de lieu critique moins 1 sur n. Je réalise la stabilité de la boucle fermée. Je parcours L oméga dans le sens du oméga croissant. Je regarde mon point critique. Est-ce qu'il est à droite ou est-ce qu'il est à gauche? Si mon point critique il est à gauche, la boucle fermée est stable, donc x1 va diminuer. Si le point critique il est à droite, la boucle fermée est instable et donc x1 va augmenter. C'est juste ça qu'il faut appliquer. Ben, j'ai rassemblé les deux exemples qu'on vient de faire ensemble. OK? Donc là, c'était le premier exemple, ici, cette partie-là. Cette partie-là, c'était le premier exemple. Et cette partie-là, c'était le deuxième exemple. Là, on pouvait revenir là-dessus. Voilà, ça c'est le deuxième. C'est exactement le même. C'est un zoom en fait. Et le premier, c'était celui-là. Voilà, c'était juste un zoom. Alors, sur le premier, on a dit que j'ai une configuration instable. Et sur le deuxième, on a vu qu'on a une configuration stable. Ça veut dire quoi? Stable, ça veut dire que ça attire vers lui. Le point critique stable attire vers lui. Le point critique instable repousse. Repousse, nous on a fait le raisonnement par rapport aux amplitudes, mais ça sera pareil si on fait une perturbation sur les fréquences. Hein. Donc là, les flèches sont faites sur les fréquences, mais c'est pareil aussi sur les amplitudes. OK? Donc on va retenir un cycle limite stable, donc ça veut dire que le système il va attirer le comportement vers ce cycle limite stable. Le cycle limite instable, ça veut dire que le système il va repousser. OK? Il veut pas rester dans ce comportement-là quand il est instable. OK? Donc, pour résumer, j'ai un critère qui s'appelle le critère de l'OM. Ce sont les deux configurations qu'on a traitées. Qu'est-ce qu'il dit? Soit un cycle limite détecté comme l'intersection de lieu critique du nyquiste L du oméga et du lieu critique moins 1 sur n de x0 du x1. x1 c'est l'amplitude. Qu'est-ce qu'il a? Possédant une pulsation oméga étoile et une amplitude x1
étoile. C'est l'intersection. Hein. Alors, cette oscillation est stable. Donc, j'ai un point d'intersection. Il va analyser la stabilité de cette intersection. Cette oscillation est stable si l'intersection est telle que, en parcourant le lieu nucléus L oméga dans le sens des oméga croissants, donc c'est la même chose, je prends L oméga, je vais parcourir dans le sens des oméga croissants, dans ce sens-là. Alors, si on parcourt dans le sens des oméga croissants, on laisse sur sa gauche la direction des x1 croissants. On ne parle pas d'un point là, on parle de direction des x1 croissants sur le critique. Donc, pour résumer, cette auto-oscillation est stable, comme on le sait, on parcourt L oméga dans le sens croissant. Il faut que le sens croissant de x1 il soit à gauche. Si le sens croissant de x1 il est à gauche, alors l'oscillation est stable. S'il est à droite, alors l'oscillation est instable. Donc, regardons ici. On va refaire l'exemple sur ce point-là. Ici. Sur ce point-là. Donc, je vais analyser ce point-là. Est-ce qu'il faut voir s'il est stable ou instable en appliquant le critère de Boehm. Je vais parcourir L oméga dans le sens des oméga croissants. Donc, il est en noir. Donc, je parcours dans le sens des oméga croissants. Le X1 croissant, il est où? Le X1 croissant, il est dans cette partie-là. Il est sur ma droite. Parce que la petite flèche, elle est là. Hein. Hop. Est-ce que je l'ai? CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc, le sens des oméga croissants, le sens L oméga dans le sens des oméga croissants. Donc, le X1 croissant, il est sur ma droite. Donc, le cycle est instable. Je continue L oméga. En cette intersection-là, le X1 croissant, il est sur ma gauche. Donc, le cycle limite est stable. C'est bon? Est-ce que c'est clair ça? بالله في الاخر كيفاش عرفت كوش وين يا اخي انت تختار الاكس ان وين ما تحب نجم لا. نختار يمين Je regarde X1 croissant. Sauf que théorème, il faut regarder le sens, la direction de X1 croissant. Donc, le moins 1 sur n, il est gradué en X1. Donc, il est déjà gradué quand je l'ai construit, parce que n dépend de X1. Donc, il est gradué en X1. Et L, il est gradué en oméga. Donc, je prends L, je le parcours dans le sens des oméga croissants. Ça, c'est fixe, ça, c'est classique. À l'intersection, je regarde où est-ce qu'est le X1 croissant. Est-ce qu'il est à droite ou à gauche? Donc, ici, à ma droite, X1, pardon, à ma gauche, le X1 est plus faible que à droite. Le X1, ici. Je suis ici. Donc, le X1 dans cette zone-là est le plus grand que le X1 dans cette zone-là. Donc, les directions croissantes du X1, elle est sur ma droite. Non. c'est bon. Les autres. Monsieur, non, c'est pas totalement clair, monsieur. Donc, ben, je vais. C'est un théorème, il faut savoir l'appliquer. Donc là, ce que nous, on a fait ici, le traitement petit à petit. OK? C'était clair, ça. Maintenant, je retrouve avec une figure complète, qui contient les deux conditions.
Ouais, cette configuration, ça correspond à un cycle limite instable. Cette configuration, c'est un cycle limite stable. Ça, on l'a vérifié, nous, on l'a démontré. OK? Oui, oui, oui. Maintenant, on ne va pas refaire ce raisonnement chaque fois. Hein? On veut le faire, on veut le trouver directement. Donc, je vais analyser. Tac. Pourquoi il est rouge, celui-là, parce que j'ai fait le copier-coller. Bleu. Donc, je vais vérifier avec le critère de web qu'on vient de dénoncer. Qu'est-ce que dit le critère de web? Il faut parcourir L dans le sens des oméga croissants. Donc là, je regarde la petite flèche de L. Donc ce sens-là, croissant L. Et je regarde le moins 1 sur N, il est gradué avec cette flèche-là. OK? Donc, je parcours L dans le sens des oméga croissants. Donc je suis là. Il faut imaginer qu'il y a une personne qui passe, hein, tout simplement. Donc ça, c'est monsieur X qui passe. OK, qui passe. Attendez, là, c'est pas bon, une flèche. Insérer. Enfin, ça c'est pas mal ça. Insérer. Voilà. Donc je suis en train de parcourir L oméga dans le sens de oméga croissant. OK? Je suis là. OK? Face à l'écran, comme ça. Donc, je regarde le X1 croissant, il est à droite ou à gauche? Dans ce point-là, par rapport à ce point-là, le X1 croissant, il est où? À droite, normalement. À droite. Je vais faire... le monsieur là, il ne me plaît pas trop. Parce qu'on ne voit pas ses yeux. Il faut que j'ai une personne avec ses yeux. Les yeux. Non, il n'y a pas. Je vais prendre... non, les quatre. Voilà. J'ai ce monsieur-là. C'est vous-même. Hein? Donc, il parcourt L dans le sens de oméga croissant. Il est là. Le sens des oméga croissant, il est où pour lui? Il est à droite. Parce que regarde la petite flèche. Le X1, à droite, la valeur de X1 est plus grande que sa gauche. Donc, le sens du X1 croissant, il est à sa droite. Selon les critères, le cycle est instable. Ah, d'accord. OK? Donc, je continue à parcourir ici. Donc là, maintenant, il a les yeux vers le tableau. Hein. Donc, on voit son arrière. D'accord? Donc, je suis à ce point-là. Donc, le sens de X1 croissant, il est à droite ou à gauche? C'est à gauche. Il est à sa gauche, exactement. D'accord? Donc là, comme si c'est à gauche, le cycle, il est stable. C'est tout. Donc, voilà. Les autres, c'est bon? Merci. Donc, la règle, il faut trouver maintenant les X1 croissants. Il faut voir le X1 plus grand à droite ou à gauche de mon point. OK? Si c'est à gauche, c'est stable. Si c'est à droite, c'est instable. Qui est stable, qui est instable? C'est pas le système. Hein? C'est le cycle, c'est l'auto-oscillation. Est-ce que c'est clair ça? Oui, c'est clair. Oui. Donc, vous le lisez à tête reposée, vous allez le comprendre. L'essentiel, vous savez faire l'analyse à droite et à gauche. OK? OK. Donc, j'ai terminé avec toute cette partie-là. Et on va attaquer un exemple. Donc, j'ai une boucle fermée.
Ok. Je vais analyser les auto-oscillations et leur stabilité. Donc, j'ai une boucle fermée qui contient un bloc non linéaire, un relais, avec une partie linéaire, K, 1 sur P, P plus 1, P plus 2. Je peux le voir physiquement de plusieurs façons. Ça. Je peux le voir comme si c'était un moteur ici, un asservissement de position d'un moteur, à courant continu, qui est commandé avec un relais et un proportionnel. Je peux le voir aussi. Donc, je peux voir que le régulateur, il est non linéaire. Composé d'une partie linéaire et d'une partie non linéaire. Je peux le voir aussi comme étant, je suis en train de... Tout ça, c'est en rouge, c'est mon moteur à courant continu qui a un gain K. Et je suis en train de le commander avec un relais. Je peux le voir aussi, le gain est divisé en deux. Mon moteur à courant continu, il a un gain, K', et mon relais, ou mon celle de commande, c'est un proportionnel avec un relais qui a un gain K secondes. Tel que K' fois K secondes égale à K. Peu importe ce qu'il y a se cache physiquement, mon modèle, il comporte pour moi une partie non linéaire, un relais, et une partie linéaire, K sur P, P plus 1, P plus 2. Donc, pour trouver les auto-oscillations, pour trouver les conditions d'auto-oscillation déjà, il faut que je trace le lieu critique moins 1 sur n de ma non-linéarité et le lieu de Nyquist de la partie linéaire. Est-ce que c'est clair ça? Oui. Ben, maintenant, il faut le faire. Vous savez tout ce qui est théorique. Maintenant, c'est un exemple, il faut le faire, un exercice, il faut le faire. OK? Donc, la partie linéaire, le moins 1 sur n de la partie non linéaire, pardon, on l'a déjà fait. C'est une diapo là qu'on a tracée, elle est là. Le diagramme de Nyquist de la partie linéaire, ça, il faut le savoir faire. OK? Donc, il faut pouvoir tracer le diagramme de Nyquist d'un système linéaire. Donc, c'est du SLC. Je suppose que vous avez rarement tracé le diagramme de Nyquist du système linéaire. N'est-ce pas? Oui, ça. Oui. Donc, je vais utiliser une méthode très simple pour tracer le diagramme de Nyquist d'une fonction transfert linéaire. Donc là, j'ouvre toute une parenthèse sur le traçage du diagramme de Nyquist. Et pour ça, je vais demander de faire un rappel sur le diagramme de Bode. Comment tracer le diagramme de Bode d'une fonction transfert? Comment tracer les diagrammes asymptotiques de Bode d'une fonction transfert? Ça, vous allez le chercher sur Internet. Vous essayez de voir vos documents, prendre des exemples et tracer. Donc, pour la prochaine fois, vous allez préparer comment tracer le diagramme de Bode d'une fonction transfert et en particulier les fonctions élémentaires. Vous allez prendre des notes, s'il vous plaît. Un gain K. Diagramme de Bode d'un gain K. Diagramme de Bode d'un dérivateur P. Diagramme de Bode
d'un intégrateur 1 sur P, diagramme de Bode d'un premier ordre, 1 sur 1 plus taux P, et diagramme de Bode d'un premier ordre instable, 1 sur 1 moins taux P, 1 sur 1 moins taux P, il est instable. Diagramme de Bode d'un zéro positif, 1 plus taux P, diagramme de Bode d'un zéro négatif, en fait c'est l'inverse, plus ou moins, donc un zéro positif et un zéro négatif. Okay. Un zéro négatif, 1 plus taux P, un zéro négatif, 1 plus taux P, et le diagramme de Bode d'un retard exponentiel moins RP. Donc je répète, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, est-ce que vous avez tous de quoi noter? Je vais répéter. Donc, on veut tracer le diagramme de Bode des fonctions transfert élémentaires suivantes. K. P. Un sur P. Un plus ou moins taux P. Un sur un plus ou moins taux P. Exponentielle moins RP. Tracer leur diagramme à synthétique. Donc, la séance prochaine, ça sera un rappel sur le traçage des diagrammes de Nyquist des fonctions transfert. شنو الفونكسيون اللي قلت لنا عليهم تو هذوما نخدموهم بود نيكويست زوز تخلوا كل بود لا بود. Ensuite, tu dois trouver une méthode pour tracer le diagramme de Bode de n'importe quelle fonction transfert, à partir de ces fonctions transfert élémentaires, bien sûr. Ok? Comme ça, vous avez du travail à faire. Est-ce que vous avez des questions? Pour le moment, non, monsieur. Donc, vous révisez cette partie, comme ça, vous ne l'oubliez pas. Surtout la partie de critères de l'OEB. Et vous travaillez ce que je vous demandais de faire. Et on se retrouve le vendredi, Inch'Allah.